Les acheteurs ont disparu. Pourquoi est-ce que les jeunes n'arrivent plus à acheter un bien immobilier ? Pourtant, les prix ne bougent pas. Cette situation ne devrait pas pouvoir coexister. Pourtant, c'est précisément bien ce qui se passe. Prenez n'importe quel manuel d'économie. Chapitre 1, on tombe sur la loi de l'offre et de la demande. Si les acheteurs disparaissent, les prix baissent. Simple, logique et facilement vérifiable. Sauf pour l'immobilier apparemment. Parce que depuis quelques années, les taux d'emprunt ont explosé. Les nouveaux acheteurs se sont évaporés et les prix, eux, sont toujours là, à atteindre des sommets. Quand je regarde autour de moi, je vois des appartements ordinaires proposés à 500, 600, voire même 700 000 euros. Des gens qui attendent depuis 5, 10 ans. Et on a tous cette question en tête à laquelle personne ne répond jamais. Qui achète ? Je veux dire, vraiment, qui peut acheter un 90 mètres carrés à 600 000 euros ? Parce que si c'est pas eux, si c'est pas vous, si c'est pas moi, c'est qui au juste ? Pour répondre à ça, il faut regarder là où personne ne veut regarder. Le profil de celui qui achète un bien immobilier en France aujourd'hui. Mais avant, il faut que l'on comprenne dans quelle situation exactement on se trouve à l'heure actuelle. Comme vous pouvez l'observer avec la courbe noire, il n'y a pas d'illusion, le prix de l'immobilier a augmenté. Regardez bien cette ligne de base 1. Elle signifie que les prix des logements sont parfaitement alignés avec l'évolution historique des revenus des ménages. En 2026, on se trouve aux alentours de 1,6. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, nous devons mobiliser 60% de revenus supplémentaires ou s'endetter beaucoup plus longtemps. Ce qui nous amène à la question de l'emprunt. Regardez cet historique. Avant 2005, il fallait en moyenne emprunter 20 ans pour acheter à peu près de manière égale dans toute la France. Pour exactement le même logement. En 2026, il faut 37 ans pour l'acheter sur Paris, soit 17 années supplémentaires. Et alors sur Lyon, on ne le voit même plus. Il a carrément traversé le plafond. La toiture devait être à refaire. On commence à y voir plus clair. Il reste un point majeur qui dirige le marché bien plus que l'on ne se l'imagine. Ce sont les taux de crédit. En 2022, on pouvait concrètement emprunter de l'argent presque gratuitement. Aujourd'hui, on est à 4%. Sur 20 ans, ça représente 100 000 euros partis juste en intérêt. 100 000 euros pour le même bien. Pour résumer, il faut 60% de revenus supplémentaires pour payer un bien. Au même moment, les taux augmentent fortement. Donc pour compenser, on emprunte 10 à 20 années supplémentaires. Sauf qu'emprunter sur 50 ans, ça ne fonctionne pas. Donc revenons à notre question initiale. Qui achète ? La réponse se trouve à l'intérieur de ce chiffre. 38 ans. C'est l'âge moyen d'un primo-accédant, c'est-à-dire un nouveau propriétaire en France. Pas 25, pas 30, mais bien 38. Ce que ça veut dire concrètement. Si vous avez commencé à travailler à 22 ou 23 ans, il s'écoule en moyenne 15 ans avant que vous puissiez acheter votre premier logement. 15 ans. Et encore, ça c'est la moyenne nationale, c'est-à-dire dans toutes les régions de la France. Dans les grandes villes, vous pouvez rajouter au moins 5 ans. Ok, donc ça veut dire qu'à 38 ans, je dois pouvoir acheter. Pas totalement, parce qu'il y a un gros hic. À cet âge, si on superpose ce que l'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire une durée de près de 30 ans, à la fin, vous en aurez 68. Les banques seront pas super motivées, sauf si vous avez un petit avantage. En 2025, selon le remède meilleur taux, l'apport moyen pour acheter en France atteint 52 000 euros, soit 17% du coût total du projet. Si on prend en ville, c'est toujours pire. Par exemple, à Paris, cet apport monte à 132 000 euros, à Lyon, 109 000 euros. Soit 22% du prix d'achat. C'est une somme conséquente. Et dans la plupart des grandes villes françaises, une personne seule au revenu médian doit fournir un apport équivalent à 2 ans de salaire pour avoir le droit de commencer à rembourser un crédit. 2 ans de salaire, avant même d'avoir les clés en main. On va faire le calcul ensemble pour voir. Quelqu'un qui gagne 2100 euros par mois et met de côté 15% de son revenu, c'est 315 euros par mois. Il lui faudra environ 13 ans pour atteindre 50 000 euros d'épargne. Et pendant ces 13 ans, il paye un loyer, il doit vivre, et vous avez deviné le problème, les prix continuent de grimper. C'est un marathon interminable. Donc cet apport semble venir d'ailleurs que ses économies. Mais alors, de où ? L'INSEE nous donne une réponse très claire. Chaque année en France, les familles transfèrent 14,5 milliards d'euros à leurs enfants et petits-enfants. Et 93% de ces transferts se font au sein de la même famille et dans le même sens. Des parents vers les enfants. La Banque de France confirme et va encore plus loin. Elle indique explicitement que les donations et héritages creusent activement l'écart d'accès à la propriété entre les jeunes modestes et les jeunes aisés. Ils ne disent pas peuvent creuser, mais bien creuse là, maintenant. Et pour bien mesurer à quel point ce sujet est devenu prisé,
En 2025, le gouvernement a créé une exonération fiscale spécifique à l'immobilier. Jusqu'à 100 000 euros par parent ou grand-parent défiscalisés pour aider un enfant à acheter un logement neuf. Présenté comme une mesure sociale et accessible, mais qui, en pratique, ne profite qu'aux familles qui ont déjà 100 000 euros disponibles par parent. Ce qui, vous en conviendrez, réduit largement le public ciblé. Ensuite, il y a la règle des 35%. Le taux d'endettement maximum autorisé par les banques, présenté comme une protection contre le surendettement, ce qui est partiellement vrai. Mais comme toute règle tactique, elle ne fait pas la différence entre quelqu'un qui gère parfaitement son argent et quelqu'un qui le dilapide. Elle regarde juste une formule fixe, vide. Et elle exclut mécaniquement quelqu'un avec un bon salaire, mais pas d'apport. Les banques peuvent déroger à cette règle dans 20% des cas maximum. On est aujourd'hui à 17,1%. La marge ne fait que se rapprocher de ce seuil dangereux. Et ces exceptions vont évidemment aux dossiers les plus solides. Vous l'avez mis dans le mille, ceux avec un apport conséquent derrière et donc souvent familial. Parce que ce qui compte, c'est pas que vous gérez bien votre budget, mais l'argent que vous possédez là, maintenant. Ce que ça produit concrètement. Le système ne filtre pas les mauvais gestionnaires, il filtre ceux qui n'ont pas de famille avec de l'argent. Et si je vous dis qu'on peut littéralement voir l'avenir tout simplement en regardant un autre pays. Les États-Unis ont généralement 5 à 10 ans d'avance sur nous sur ces tendances. Et là-bas, ce chiffre est juste catastrophique. J'ai dû vérifier 2 fois car je me suis dit que ce n'était pas possible. Parmi toutes les personnes qui achètent un bien immobilier aux États-Unis, 80% sont déjà propriétaires au moment de leur achat. Et une partie significative de ces 80% achètent même sans crédit, cash, pour tout le bien directement. Il n'y a aucun doute, cette statistique à elle seule montre que le marché est soutenu presque exclusivement par des gens qui ont déjà des biens. Les futurs propriétaires sans capital familial n'ont aucune chance. Si la France suit la même trajectoire, et les données suggèrent qu'on y est déjà, l'immobilier va se transmettre bien plus qu'il ne s'acquiert. Ce n'est pas un marché, mais une succession. Vous allez peut-être me dire, d'accord, c'est dur d'entrer, mais une fois qu'on est dedans, ça vaut le coup. L'immobilier reste un bon investissement. Je vais vous répondre avec des chiffres, et certains d'entre vous qui ont déjà acheté vont peut-être voir leur bien d'un œil différent après ça. Depuis des années, on nous vend l'immobilier comme la valeur refuge absolue. L'investissement que l'on ne regrette jamais. Commençons parce que vous payez chaque année juste pour rester propriétaire. La taxe foncière a augmenté de 40% en 10 ans. Si vous payez 1000 euros en 2016, vous en payez 1400 euros aujourd'hui. Sans avoir rien changé à votre bien. Le même nombre de mètres carrés. Juste 40% plus cher, c'est cadeau. Bon, mais au moins, vous avez votre bien. Sauf que là, le marché fait quelque chose d'imprévu. Plus de 700 000 logements classés G ont été remis en vente récemment. À première vue, ça fait plus d'offres, des prix qui s'ajustent, des opportunités pour ceux qui n'auraient pas pu acheter autrement. Bref, tout le monde est content. Sauf que ces biens arrivent avec une décote de moins 12% pour un appartement, jusqu'à moins 25% pour une maison. Et pour remettre un logement G aux normes, il faut compter entre 30 et 100 000 euros de travaux. Ce capital, soit il est déjà disponible immédiatement, soit vous achetez une passoire que vous ne pouvez pas rénover, qui se dégrade chaque année et qui vaudra encore moins dans 5 ans. Alors, je vous pose la question, qui peut vraiment saisir cette opportunité-là d'après vous? Ceux qui peuvent rénover ne sont clairement pas les nouveaux propriétaires qui viennent de vider leurs économies juste pour l'apport, mais bien quelqu'un avec un patrimoine existant et de la trésorerie disponible. Lui peut capturer cette décote, rénover et revendre ou louer à un prix nettement supérieur. Encore une fois, la mécanique semble profiter à ceux qui ont déjà. Mais le pire, c'est pas le bien en lui-même, c'est ce dans quoi il s'inscrit. Le Sénat a publié un rapport complet sur l'état des copropriétés françaises. Sur 750 000 copropriétés françaises, 215 000 ont des impayés représentant plus de 20% de leur budget annuel de fonctionnement. Et plus de 200 000 n'ont tout simplement pas de syndic. Pas de gestion, pas de maintenance, des travaux impossibles à décider collectivement et une valeur qui s'évapore silencieusement pendant que le propriétaire croit encore qu'il possède quelque chose de solide. Et cela concerne donc près de 20% des copropriétés françaises. Ces chiffres viennent du Sénat, pas d'une source bizarre. Et si, comme beaucoup, vous aviez misé sur la location courte durée pour rentabiliser tout ça avec Airbnb? Les règles se sont durcies ces dernières années. Les rendements qui semblaient évidents il y a 5 ans ont fondu dans la plupart des grandes villes. Ce que vous pensiez être un actif qui travaille pour vous est devenu pour beaucoup une charge qui tourne à vide. Mais tout ça, c'est encore des frictions, des coûts qu'on n'avait pas anticipés. Le vrai risque, celui dont quasi personne ne parle, il a eu un nom en 2025. C'est un procès spectaculaire qui se tient en ce moment. Ça fait 18 ans qu'on souffre. Les 3 millions d'euros qu'elle a investis avec son mari dans l'immobilier se sont volatilisés. L'affaire Apollonia, le plus grand procès pour escroquerie immobilière de l'histoire judiciaire française.
1 milliard d'euros. Des milliers d'investisseurs particuliers touchés, des gens comme vous, comme moi, qui avaient mis leurs économies dans des programmes immobiliers défiscalisés. Le schéma était bien rodé. Des intermédiaires touchaient des commissions colossales sur chaque vente, des biens étaient surévalués, parfois inhabités ou encore même jamais livrés. Et quand le masque est tombé, ces gens se sont retrouvés avec un crédit sur un bien qui ne valait rien, ou qui n'existait carrément pas. Certains ont tout perdu, des décennies d'économies, sur un placement présenté comme sûr, encadré et garanti. Oui, même l'immobilier n'est pas le coffre-fort qu'on vous a vendu. Dans certains cas, c'est le piège le mieux décoré de l'histoire. Votre futur cache doré pour les 20 prochaines années. Voilà où on se trouve actuellement. Il est impossible d'entrer sans aide familiale. Une fois dedans, des charges qui s'accumulent, des biens qui se dégradent, des risques qu'on vous cache avant la signature, toutes les conditions pour un effondrement concrètement. Donc moi, j'ai attendu. 1 mois passe, puis 3, 1 an, 2 ans, rien. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que c'est possible? Pour répondre à cette question, il faut sortir des logements et regarder la structure. Pas les taux, pas l'offre et la demande, la structure. 58% des Français sont propriétaires de leur résidence principale. Plus de la moitié de l'électorat. Que ce soit pour votre commune ou pour les présidentielles, pensez-y une seconde. Si un candidat vous propose des mesures qui feraient chuter la valeur de votre appartement de 20 à 30%, est-ce que vous votez pour lui? Clairement, non. Aucun gouvernement ne peut se permettre de défendre une vraie baisse des prix immobiliers. Ce n'est en rien une théorie du complot, c'est un calcul. La majorité des électeurs ont un intérêt financier à ce que leur bien conserve sa valeur. Et tous les politiques le savent. Ce qui explique pourquoi tous les dispositifs mis en place ces dernières années poussent dans la même direction. Les 100 000 € exonérés par parent, les incitations à l'investissement locatif, la lenteur dans l'application des normes énergétiques, rien de tout ça n'est pensé pour faire baisser les prix. Tout ça est conçu pour maintenir le marché, parce que la majorité des électeurs y ont un intérêt. Mais il y a autre chose. 1,1 million de logements sont inoccupés depuis plus de 2 ans dans le parc privé français, dont 300 000 en zone tendue, là où la demande est donc la plus forte. Qui les possède? Pourquoi ne sont-ils pas vendus ou louer? J'ai cherché la réponse et ce que j'ai trouvé est d'une certaine façon encore plus révélateur que n'importe quel chiffre. Les données sur le profil de ces propriétaires existent. Elles sont collectées via un outil qui s'appelle l'OVAC. Mais son accès est réservé aux collectivités locales, pas au grand public. L'État sait donc qui détient ces logements vides, mais nous, on ne peut pas. Ce qu'on peut tout de même en déduire. Une partie de ces propriétaires n'a pas besoin de vendre. Ils peuvent attendre et pendant qu'ils attendent, l'offre reste comprimée. Dans un marché où l'offre est sous pression et la demande soutenue politiquement, les prix ne cèdent pas, même quand tous les signaux devraient les faire plonger. Et maintenant, regardez ce que tout ça produit ensemble. Pour acheter, vous avez besoin d'un apport. Cet apport vient soit d'années d'épargne, 13 ans à mettre 15% d'un salaire médian de côté, soit votre famille. Si vous payez un loyer, si vous avez des enfants, si vous souhaitez vivre et profiter, ce délai devient juste dissuasif. Et pendant que vous épargnez, les prix, eux, ne vous attendent pas. Avec une aide familiale, vous réduisez massivement ce délai. Vous entrez sur le marché, vous devenez propriétaire. Et dans 20 ou 30 ans, vos propres enfants bénéficieront du même mécanisme. C'est une boucle fermée qui se transmet de génération en génération. Ce qu'elle produit à terme, c'est exactement ce qu'on voit déjà aux États-Unis. Un marché où 80% des acheteurs sont déjà propriétaires, où l'immobilier ne s'acquiert plus, il se transmet, où propriétaires et locataires deviennent 2 réalités parallèles, qui se croisent de moins en moins. La France n'en est pas encore totalement là, mais les données indiquent qu'on suit le même chemin. Le marché ne chute pas parce qu'il est structuré pour ne pas chuter, par intérêt collectif de ceux qui sont déjà dedans, par une offre maintenue volontairement sous pression, et une boucle qui se referme à chaque génération. Ce n'est pas une conspiration, c'est un mécanisme qui se protège lui-même, comme tous les systèmes finissent par le faire. Soyons précis sur ce qu'on a découvert ensemble pour en tirer une conclusion et savoir ce que l'on doit faire. Il y a 2 clans dans ce marché. Ceux qui ont reçu un coup de pouce familial, une donation, un héritage anticipé, et ceux qui doivent construire seuls, euro par euro, pendant que les prix grimpent et que le délai s'allonge chaque année. Je fais partie du 2e clan. Et je vais vous dire ce que j'en pense vraiment personnellement. Acheter aujourd'hui dans une grande ville ou dans une région chère, comme investissement pour faire fructifier son capital, générer du rendement ou revendre avec une plus-value dans 10 ans, c'est une mauvaise décision. Les chiffres qu'on a vus ensemble le prouvent. La taxe foncière qui explose, les copropriétés qui se dégradent, les contraintes réglementaires qui s'accumulent, la charge mentale des réunions, des travaux imprévus, des conflits de voisinage. Tout ça pour au final revendre un bien sur lequel vous n'avez parfois même pas fini de rembourser le crédit. Investir la même somme sur des actifs financiers sur long terme, avec énormément moins de friction,
a souvent de meilleures performances en plus. C'est mon avis. Il est peut-être tranché, mais il est basé sur mes données. Il y a tout de même une nuance que je tiens à dire clairement. Si vous achetez le bien dans lequel vous allez vraiment faire votre vie, pas pour le revendre, pas pour le rentabiliser, mais parce que c'est votre chez vous, pour les 30 ou 40 prochaines années. Dans ce cas, c'est un choix de vie légitime. Pas un investissement, un choix de vie. Et la différence entre les deux est immense. Un investisseur doit être rentable. Un choix de vie doit vous rendre heureux, vous. Donc si vous achetez parce que tout le monde achète, si vous achetez parce que payer un loyer, c'est jeter de l'argent par les fenêtres, si vous n'êtes pas certain de rester 10 ans au minimum dans ce bien, regardez vos chiffres honnêtement avant de signer. L'âge moyen des nouveaux acheteurs en France, c'est 38 ans. Donc si vous ne pouvez pas acheter aujourd'hui, ne vous en voulez pas. Arrêtez de vous torturer, ce n'est pas un échec personnel. C'est un système qui n'est pas construit pour que vous puissiez le faire facilement. Il y a 2 clans dans ce marché et la frontière entre eux se referme de génération en génération. Si vous avez aimé cette vidéo, allez voir celle sur les retraites. J'ai épluché les documents officiels de l'État pour savoir si j'aurais une retraite. Et j'ai découvert un document falsifié. On se retrouve là-bas.